Regardez cette lame. C'est l'un des couteaux les plus tranchants et les plus respectés du monde, forgé à Sakai, le berceau des couteaux japonais. Pour avoir le droit de la forger, un Français a dû passer 5 ans à faire le ménage et à couper du charbon. On imagine souvent l'apprentissage au Japon comme dans Karate Kid ou Kill Bill. Le vieux sage, l'élève doué, la musique zen, bref, comme dans un film. La réalité, c'est une épreuve mentale parfois brutale. Je suis allé à Sakai, rencontrer Éric Chevalier, le seul Français à être allé au bout et à avoir survécu à ce système d'apprentissage féodal. Et croyez-moi, ce qu'il m'a raconté sur les secrets de ces maîtres japonais va vous faire revoir votre définition du mot patience. Bienvenue à Sakai, la capitale mondiale des couteaux japonais. Sakai, c'est une forteresse, une citadelle fermée où les secrets de la forge se transmettent de génération en génération depuis 600 ans. Normalement, un Français n'a rien à faire là. Alors comment Éric, un Français, a-t-il réussi à intégrer ce milieu si fermé? Par talent? Par passion dévorante? Non, pas du tout. C'est un malentendu monumental. À la base, Éric, il n'est pas du tout forgeron. Il est étudiant en langue étrangère, et en japonais, plus particulièrement. Il débarque à Sakai en tant qu'étudiant pour faire de la traduction. Son futur maître, Yasuhiro Hirakawa, veut exposer au musée du Louvre. Il a donc besoin et d'un apprenti et d'un traducteur. Et le destin a fait qu'il croise le chemin d'Éric Chevalier, alors jeune étudiant. Il a besoin d'un apprenti, mais il ne trouve personne au Japon. Le métier est trop dur, trop ingrat. Personne ne veut faire ça. Les jeunes japonais n'en veulent plus. Le maître demande donc à Éric de traduire en français une annonce. Recherche apprenti. Et donc il m'a demandé de traduire en français recherche d'apprenti. Okay. Et personne n'a vu son annonce, personne ne l'a contacté en fait en France. Le résultat, 0 réponse, le calme plat. Personne ne veut du job. Ça peut nous paraître surprenant aujourd'hui, parce qu'on se dit vouloir être apprenti chez l'un des plus grands maîtres forgerons japonais, c'est le métier en or. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'est là que le destin bascule. Et quand il est revenu au Japon, il n'avait trouvé personne, donc il m'a proposé de rester le temps que je finisse mon visa. Ok. Et finalement, je suis resté 5 ans. Je devais rester 6 mois. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait de signer pour une véritable traversée du désert. En France, quand tu es apprenti, on t'enseigne, on te montre, on t'explique, on te corrige. Bref, on te transmet son savoir. Au Japon, c'est totalement différent. Le maître ne t'enseigne rien. Il considère que c'est à toi de trouver la réponse. Si on te la donne toute faite, tu vas l'oublier. Pendant 5 ans, t'es tout en bas. C'était des horaires 7h du matin à 18h, je faisais le ménage, je coupais du charbon et tout ça, donc toutes les tâches un peu ingrates. Ouais. Ça, c'est ça pendant 5 ans, de 7h à 18h. Vous avez entendu? 5 ans, 5 longues années. Pendant que ses amis et collègues forgerons progressaient à vitesse grand V en France, lui, au Japon, était un peu l'homme à tout faire du maître. Mais le plus fou, c'est cette anecdote qu'il m'a racontée et qui résume tout le paradoxe japonais. Moi, j'ai regardé beaucoup des forgerons français aussi. Ce qui est fou. J'étais au Japon, dans une forge qui est décorée par l'empereur. Okay. Et j'étais sur Facebook en train de regarder des pages de forgerons français. Oui, tout ça parce que son maître refuse de lui donner la théorie. C'est le concept du nuseme. En japonais, ça veut dire voler l'art. Le maître ne te donne pas son savoir. Tu dois le voler en observant. Et si tu poses des questions au lieu d'observer, le maître te laisse te planter. Écoutez bien cette histoire. Et en fait, si tu lui demandes quelque chose, tu déranges, ouais, et donc il va faire exprès de te donner de mauvaises informations. Donc moi, je lui avais demandé, j'avais fait un magnifique couteau self, une belle inspiration. Je lui avais demandé est-ce que je peux utiliser cet acier-là, il m'a fait OK. Je l'ai utilisé, j'ai fait le couteau et quand je l'ai trempé, c'est-à-dire chauffer le couteau et le mettre dans l'eau, il a cassé direct. Et en fait, bon, déjà, j'avais pas la technique, et c'est aussi parce que je me suis rendu compte que l'acier de base était pas fait pour ça. Il le savait, lui. Il le savait. Okay. Et en fait, quand je lui ai demandé pourquoi, savoir, il m'a dit ne me pose pas de questions, c'est toi qui as fait une erreur. Voilà. Le maître avait fait exprès de l'induire en erreur. Le maître savait que l'acier allait se casser, mais il l'a laissé faire. Pour le maître, s'il avait expliqué directement à Éric « N'utilise pas cet acier, il va se casser, utilise celui-ci », Éric n'aurait jamais compris pourquoi et il n'aurait jamais vu pourquoi ce n'est pas le bon acier. Ce n'est pas du tout de la méchanceté, c'est une pédagogie radicale, une pédagogie par l'erreur. En France, on vous corrige avant l'erreur. Au Japon, on vous laisse vous prendre le mur. Parce qu'une fois que vous avez senti le métal cassé entre vos mains, vous ne faites plus jamais cette erreur. C'est brutal, mais infaillible. Cette histoire de persévérance force le respect, non ? Donc si vous aimez ce genre d'histoire incroyable et le Japon authentique avec moi, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Allez, on retourne à la forge. Car Éric n'a pas seulement appris à échouer, il a appris à voler des secrets. Mais alors, quel secret a-t-il bien pu voler ? J'ai pu voir Éric à l'œuvre, et c'est là qu'on comprend pourquoi ces couteaux ont autant de valeur et sont autant prisés dans le monde entier. Tout est dans le détail invisible. Prenez le borax par exemple. C'est une poudre que les forgerons utilisent pour souder les métaux entre eux.
Aujourd'hui, Eric l'achète tout fait, comme la plupart des forgerons modernes. Mais son maître, c'était une autre époque. Il fabriquait sa propre chimie avec les poussières de l'atelier. Son maître, en fin de journée, récupérait la limaille par terre, la mettait de côté et la laissait s'oxyder pendant 6 ans. Et ça devenait du borax. Vous entendez? 6 ans d'attente pour créer de la colle. C'est ça la vieille école de Sakai. Eric, bien sûr, a choisi l'efficacité moderne sur ce point. Mais il a gardé le plus important, le geste et l'état d'esprit. Regardez ça. Ça s'appelle le shinogi. C'est cette ligne centrale typique des lames de Sakai. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ça crée un angle particulier qui empêche les aliments de coller à la lame. C'est de la physique appliquée à coups de marteau. Eric a mis des années à reproduire la nuit le son exact et le geste exact de son maître pour refaire ce shinogi. Et c'est ça l'excellence japonaise. Ce n'est pas du talent, hein. C'est de l'obsession de la perfection. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi accepter toutes ces tâches ingrates pendant 5 ans? Pourquoi Eric n'a pas claqué la porte comme les 5 autres apprentis japonais qui l'ont fait avant lui? Et c'est là que mon rôle de pont culturel entre la France et le Japon prend tout son sens. Eric n'est pas resté pour la forge ou pour la gloire. Non, non, non. Il est resté pour devenir un shokunin. Le shokunin, c'est l'artisan qui dédie sa vie à la maîtrise d'un geste jusqu'à atteindre une perfection qui n'existe pas. Non pas pour l'argent, mais pour l'honneur de la pratique en elle-même, la beauté du geste. J'ai posé la question à Eric, est-ce qu'il trouvait que c'était une bonne méthode? Et est-ce que maintenant, avec le recul, tu penses que c'est une bonne méthode d'apprentissage ou C'est bien. c'est bien, ouais, t'as appris beaucoup de choses. Carrément bien, en fait, ça nous apprend une droiture Ok, ouais. que j'aurais peut-être pas eu si j'avais été lancé dans le bain à savoir faire des choses comme ça. Dans toute cette histoire, dans l'histoire d'Eric, il y a une ironie mordante. Pendant tout son apprentissage, les télés japonaises venaient le filmer. C'était la star française à Sakai. Il signait des autographes dans la rue, on le reconnaissait. Et le lendemain, il était de retour à son atelier, genoux par terre, en train de nettoyer le sol pendant que son maître forgeait. Tout de suite, j'étais dans les médias. À la télé, ça fait 14 ans, depuis le premier mois où je suis arrivé au Japon, enfin que j'ai commencé ce métier-là, Ouais. et ça fait toutes les semaines, je suis dans les journaux, dans les médias japonais. Hier, j'étais à la radio, là, la semaine prochaine, je suis dans un autre truc. Donc en fait, c'est comme comme une crotte, c'est comme une crotte à l'atelier. T'es posé là, ouais. Voilà, t'es posé là, tu nettoies les toilettes et tout ça, et tu sors dehors. J'ai vraiment signé les autographes, pris des photos avec des gens, prends des photos, t'es connu, je t'ai vu à la télé. Et quand tu rentres à l'atelier, t'es rien du tout. Donc en fait, c'est un ascenseur émotionnel qui apprend Ok. à te dire que c'est bien de pouvoir te péter des fois, Ouais. mais faut pas trop se lancer parce que finalement, t'as toujours des choses à apprendre. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est cette humilité radicale qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas juste appris à faire des beaux couteaux, il a appris à être japonais dans sa rigueur. Aujourd'hui, Eric a sa propre marque qui s'appelle De Sakai. Il forge dans un bâtiment vieux de 200 ans, il est respecté par les plus grands maîtres et travaille avec les plus grands noms de la gastronomie française comme Frédéric Le Gagne Geoffroy, champion du monde de pâté en croûte qu'il fournit en lame depuis plus de 6 ans. Il est devenu ce pont entre un savoir ancestral japonais et la France. Il aide les touristes à comprendre, il traduit au musée Denshokan à Sakai, il a transformé son épreuve en passerelle pour nous. Son parcours nous pose une question brutale. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour nos rêves? Est-ce qu'on serait prêt à balayer pendant 5 ans sans aucune garantie pour l'amour de l'art? Dites-moi en commentaire pour quelle passion vous serez prêt à subir un apprentissage à la japonaise. En ce qui me concerne, c'est la création de contenu. C'était Clément, votre pont culturel vers le Japon. À bientôt pour de prochaines histoires fascinantes sur ce pays. Matane.